Bonjour. On est maintenant prêt à commencer le dernier chapitre de notre fabuleuse odyssée de la physique euh, qu'on a faite pendant les 3 cours. Alors, euh, pour introduire la première section, je vous demande comment pensez-vous qu'on fait pour transformer directement de la lumière en électricité dans un panneau solaire photovoltaïque? Euh, donc ici, on a justement un panneau solaire photovoltaïque. Ici aussi, tu sais, ceux qui ont des petits panneaux solaires sur leur calculatrice, par exemple, si c'est des espèces de mini panneaux solaires photovoltaïques. Alors, comment on fait pour recueillir la lumière, la lumière du soleil et la transformer directement en électricité? Alors, on va voir ici ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc, il y a deux parties. Photo, qui veut dire bien sûr lumière, et électrique. Donc, c'est un effet qui est en lien avec les électrons et en lien avec la lumière. La situation est la suivante. On a ici une plaque d'un matériau, généralement un métal, et on l'éclaire avec de la lumière ou un autre rayonnement électromagnétique, qui est représenté par les rayons en rouge. Alors, on constate alors que la plaque ici métallique, qui est représentée en noir, avec les deux lignes noires ici, alors cette plaque-là, elle va éjecter des électrons. En passant ici, c'est pas un E accent aigu, n'est-ce pas, que j'écris. Le symbole électron, c'est E avec en espèce d'exposant ces symboles moins, parce que l'électron est négatif. Si vous rappelez vos notions d'électricité. Et c'est ça qu'on appelle l'effet photoélectrique. Donc, c'est pas plus compliqué. On envoie de la lumière sur un matériau métallique, ben, ça va avoir pour effet d'éjecter des électrons. Euh, Ça va pas, évidemment, ça va pas être visible à l'œil, mais on peut, après ça, les recueillir dans un système électrique et voir qu'effectivement, il y a une certaine quantité d'électrons qui sont injectés. Donc, un montage expérimental qu'on peut utiliser, c'est le suivant. Ici, on a une plaque P et on a une autre plaque métallique Q ici. Donc, deux plaques métalliques qui forment qui sont reliées à une pile ici. Donc, ici, on a le côté plus, donc cette plaque-là ici va être plus, chargée plus, et la plaque de gauche va être chargée moins. Et ici, on a un ampère-mètre pour pour mesurer l'intensité de courant qui va circuler dans le circuit. Si il n'y a pas d'effet photoélectrique, si on ne met pas de source de lumière, il n'y a pas d'effet photoélectrique, ben, il n'y a aucun électron en fait qui va réussir à passer la plaque, parce que les électrons ne peuvent pas comme passer directement ici. Donc, il n'y aura aucun courant. Le courant va être nul s'il n'y a pas d'excitation ici lumineuse. Donc là, ce qu'on va faire, justement, pour démontrer qu'il y a un effet photoélectrique, c'est qu'on va envoyer une lumière sur la plaque. Ça va exciter les électrons et il y en a une certaine proportion qui va être éjectée. Et là, en étant injectés, dès qu'ils sont injectés, ils vont comme être attirés par ici, vu que ça, c'est le côté plus. Donc, les électrons sont négatifs. Donc, ils vont être attirés par le côté plus. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir une accélération. On voit ici les électrons, voyez-vous, l'espacement. C'est comme des photos prises à différents moments. Donc, ici, ils vont comme aller de plus en plus vite. Il y a une accélération à cause qu'ils sont attirés par le côté plus, à cause d'une force électrique. Euh, et on mesure qu'il y a justement une certaine quantité de courant qui va se générer, justement à cause que les électrons vont être éjectés. Donc, une fois qu'ils vont être éjectés, après ça, ils vont pouvoir circuler dans le circuit comme ça. Donc, il y a une certaine quantité d'électrons qui vont passer l'ampèremètre. Donc, lui, il va mesurer un courant. Et ce courant-là, on va l'appeler le photocourant. Donc, un photocourant, ça veut dire un courant électrique en ampères qui est généré grâce à de l'effet photoélectrique. Donc, comprenez bien la situation. S'il n'y avait pas de lumière, à ce moment-là, il n'y aurait pas d'électrons injectés ici, et donc il n'y aurait absolument aucun circuit, il n'y a aucun transfert d'électrons d'une plaque à l'autre, donc il n'y aurait aucun
courant électrique dans le circuit. C'est vraiment grâce à la lumière ici qu'on crée ce courant électrique-là. Donc, c'est ce qu'on appelle un photocourant. C'est un courant électrique créé grâce à la lumière, grâce à l'effet photoélectrique, qui est l'éjection des électrons lorsque la lumière arrive sur le matériau en question, le plus souvent du métal. On observe que le courant produit est proportionnel à l'intensité de la lumière. Donc ça, c'est la première observation expérimentale qu'on peut faire. Donc, plus la lumière est forte, plus on éjecte d'électrons. Autrement dit, plus la lumière est intense, plus on a d'électrons qui sont produits. Donc, plus notre photocourant mesuré dans l'ampère-mètre va être élevé. Okay? C'est comme ça, c'est grâce à l'ampère-mètre ici qu'on peut savoir quelle quantité d'électrons on produit. Parce que bien sûr, les électrons ne sont pas visibles. Donc, avec l'ampère-mètre ici, plus la lecture est élevée, ben, plus on a de photocourant, donc plus on a d'effets photoélectriques, plus on a d'électrons qui sont éjectés par effet photoélectrique. Les électrons sont émis avec une vitesse initiale, ici. Donc, de sorte qu'il faut appliquer une tension négative, ce qu'on appelle le potentiel d'arrêt pour annuler le courant. Alors, regardez ici, on a repris la même expérience, mais on a changé une chose. Voyez-vous qu'est-ce qui a changé dans ce montage-ci par rapport à le montage qu'on avait tout à l'heure ici? Voyez-vous la différence? Appelons ça le montage numéro 1, appelons ça le montage numéro 2. Dans le montage numéro 1, regardez la polarité de la pile, et montage numéro 2, regardez la polarité de la pile. On a inversé la polarité. Donc, ça fait en sorte que la plaque P va devenir positive, parce qu'elle va être connectée au côté plus de la pile, et la plaque Q va être le côté négatif, parce qu'elle est branchée au moins de la pile. Alors, ça, qu'est-ce que ça va faire en sorte? Tantôt, vu qu'on avait plus, on avait moins, donc les électrons, c'est des petites charges négatives, donc forcément, ils vont être attirés vers le côté plus. Donc, il y avait une force qui les attirait vers le côté plus, qui leur donnait une accélération vers le collecteur. La plaque Q, on va l'appeler le collecteur, c'est la plaque qui collecte les électrons. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire? C'est que là, on a un renversement de situation. Maintenant, le côté plus est ici. Donc, les électrons qui sont des petites charges négatives, eh bien, ils vont être repoussés par la plaque de droite qui est négative. Et au contraire, ils vont être attirés par la plaque de gauche. Donc, cette fois-ci, la force que subissent les électrons, cette force-là, elle est vers la gauche dans ce cas-ci, vers la plaque plus. Donc, autrement dit, si les électrons sont éjectés à une vitesse suffisante, autrement dit, quand l'électron est éjecté par effet photoélectrique, il va partir avec une certaine vitesse initiale. Vous voyez, c'est ce qui est représenté ici par la flèche. Donc ça, ici, la flèche, ça représente, dans le fond, quelque sorte, sa vitesse initiale, la vitesse avec laquelle l'électron est éjecté. Okay? Donc, il est éjecté à une certaine vitesse. S'il est éjecté assez rapidement, ben, l'électron, il va pouvoir se rendre quand même jusqu'au collecteur, jusqu'à la plaque Q. Parce qu'il a été éjecté tellement vite que, oui, il subissait une force vers la gauche, mais cette force-là n'a pas eu le temps ça n'a pas été suffisant pour l'empêcher d'atteindre la plaque Q. Vous comprenez? Donc, autrement dit, imaginez que, on va rendre ça à l'extrême, là, imaginez que l'électron, il est comme projeté à comme 99% de la vitesse de la lumière. J'exagère, là. Mais mettons qu'il est projeté à hyper grande vitesse, ben, même s'il subit une petite force ici, une force électrique vers la gauche, ben, ça ne va pas l'empêcher de cogner la plaque Q, parce qu'il a tellement été éjecté vite. Okay? Il y avait un élan qui était déjà trop grand, donc même s'il y avait une force qui l'attirait vers la gauche, c'est quand même facilement rendu au collecteur. Vous suivez? Donc, s'il y a une vitesse initiale suffisante, il va quand même pouvoir se rendre au collecteur. Par contre, s'il y a une vitesse initiale qui est faible, donc mettons, il est éjecté seulement à petite vitesse, ben là, il va ralentir progressivement, il va arrêter momentanément, puis paf, il va réaccélérer vers la plaque P, et il va finalement, il va être recollecté par la plaque P, donc il ne réussira jamais à se rendre à la plaque Q, au collecteur. Donc, si je résume, s'il y a une assez grande vitesse, il va réussir à se rendre au collecteur malgré la force vers la gauche. Mais s'il est éjecté à petite vitesse,
ben, à ce moment-là, il va éventuellement rebrousser chemin, puis paf, il va être, la force va vaincre son mouvement, puis il va revenir à la plaque P, donc il ne réussira pas à se rendre à la plaque Q. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut de ça? C'est qu'il y a une certaine vitesse minimale que doivent avoir les électrons pour réussir à se rendre au collecteur. Et d'une autre façon, supposons que dans le fond, tous les électrons ont une certaine vitesse initiale x. Ben, dans le fond, ça prend une certaine tension ici pour pouvoir les arrêter. Autrement dit, je vais donner un exemple. Admettons que... Alors, j'ai reposé la situation ici. On a la plaque plus P, on a le collecteur, la plaque Q qui est négative. On a la pile ici. Supposons qu'au départ, on commence avec une tension de 2 volts. Je vais donner des chiffres carrément fictifs, voire farfelus, mais juste pour le bien de l'explication. Supposons que l'électron ici, il part à une vitesse de 10 mètres par seconde. Et que là, à vitesse de 10 mètres par seconde, c'est tellement vite que, dans le fond, la force électrique qu'il subit vers le gauche, c'est pas suffisant, dans le fond. C'est pas suffisant pour faire, pour l'empêcher d'atteindre, dans le fond, la plaque moins. Parce qu'il va assez vite pour réussir quand même à se rendre à la plaque moins. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire, ben, on va augmenter la force. On va augmenter la force. Donc, en augmentant la force électrique, dans le fond, la charge plus va devenir encore plus chargée. Ici, ça va devenir encore plus négatif. Fait que pour augmenter cette force-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va changer la tension ici. Donc, admettons qu'on fait passer ça à 4 volts. Vous me suivez? Donc, en augmentant la tension à 4 volts, la plaque P va être encore plus chargée positivement, la plaque Q va être encore plus chargée négativement. Donc, la force électrique qui va être exercée va être plus forte que tout à l'heure. Donc là, vu qu'on a une plus grande tension, la force électrique va être plus forte. Donc, la plaque, l'électron qui part à 10 mètres par seconde, ben là, mettons qu'il réussit quand même encore à se rendre au collecteur. Il réussit, mais là, il réussit de peine et de misère. Okay? Mettons, il réussit, puis pouf, là, il réussit à se rendre à Q, mais comme de justesse. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, OK, on va encore augmenter la tension, on va l'augmenter, mettons, à 5 volts. Puis là, à ce moment-là, la force électrique augmente encore plus. Fait que là, on a vraiment une encore plus grosse force électrique. Et là, l'électron, sa trajectoire, mettons, ça va être... Oups. Sa trajectoire va faire ça, puis là, tout juste, il réussira tout juste pas à se rendre au bout, puis il va rebrousser chemin. Et il va revenir sur la plaque P. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la tension d'arrêt. C'est la tension dans la pile qui permet de tout juste, qui permet de ne pas pouvoir collecter d'électrons sur la plaque Q. Autrement dit, c'est la première tension de la pile ici qui va réussir à freiner tous les électrons. Donc, même les plus fringants, même ceux qui partent le plus vite, même les plus rapides vont être freinés avant d'atteindre le collecteur à cause qu'on a atteint une tension suffisante ici. Alors, ça ici, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'arrêt. Le potentiel d'arrêt. Donc, c'est la tension nécessaire pour bloquer tous les électrons, pour que même les plus rapides ne puissent pas atteindre le collecteur. Alors, donc les électrons sont émis avec une vitesse initiale de sorte qu'il faut appliquer une tension négative dans le sens qu'on a inversé les polarités de la pile, delta V arrêt, appelé potentiel d'arrêt, pour annuler le courant. Donc, pour faire en sorte qu'aucun électron va parvenir à la plaque Q. Au potentiel d'arrêt, l'énergie cinétique des électrons qui sont les plus vite est. En fait, donc, l'énergie cinétique, je vais l'appeler Kmax, parce que c'est l'énergie cinétique des électrons qui vont le plus vite, donc qui ont une énergie cinétique maximale. Parce que tous les électrons ne vont pas être éjectés à la même vitesse. Mais là, je suis en train de parler de ceux qui sortent le plus vite, ceux qui sont le plus fringants, qui partent le plus vite. Donc ça va être, je vais l'appeler le Kmax. Fait que l'énergie cinétique des électrons qui vont le plus vite,
c'est sûr que, dans le fond, leur énergie cinétique va tout juste être insuffisante pour se rendre au collecteur. Fait que dans le fond, pour se rendre au collecteur, il faut qu'il surmonte une certaine différence d'énergie potentielle électrique. En fait, c'est comme un problème de projectile. C'est juste qu'à la place d'être dans un champ gravitationnel, c'est un champ électrique. Donc, c'est comme, mettons, vous lancez une balle, dans les airs. Mais il y a comme une certaine vitesse minimale. Euh, mettons, vous pourriez faire l'expérience puis voir à quelle vitesse exactement il faut que vous lanciez la balle pour qu'elle réussisse tout juste à ne pas toucher le plafond qui est au-dessus. Vous comprenez? Donc, c'est sûr que si vous lancez super vite, elle va cogner le plafond. Si vous la lancez vraiment pas fort, elle va pas toucher le plafond. Mais si vous la lancez tout juste à la bonne vitesse, elle va tout juste passer proche de frôler le plafond, puis elle va retomber. OK? Mais c'est la même situation ici. C'est juste qu'à la place d'être un champ gravitationnel, c'est un champ électrique. Donc, dans la situation de la balle, la balle va passer tout près de toucher le plafond. euh, dans la situation où l'énergie cinétique qu'elle a lorsque vous la lancez, son énergie cinétique initiale, est égale à l'énergie potentielle gravitationnelle qu'elle a gagnée euh, lorsqu'elle est au niveau du plafond. Donc, si KI égale UG au niveau du plafond, à ce moment-là, la balle va passer tout près, en supposant que UG est égal à 0 au niveau où on le lance, là. Donc, si son énergie cinétique qu'elle a ici, au départ, est égale à l'énergie potentielle qu'elle a lorsqu'elle est rendue ici, à ce moment-là, ça fait en sorte que on est dans la situation critique où la balle passe tout près, elle atteint la hauteur du plafond, mais admettons qu'elle passe tout près du toucher, puis après ça, elle va retomber. Par analogie, on va faire la même chose sur notre plaque. En fait, c'est vraiment la même situation. Alors là, on a notre plaque P, notre plaque Q, et là, ce qui va se passer, c'est que c'est un peu la même chose. Notre électron, c'est comme notre balle, il part à une certaine vitesse initiale VI, et là, il va passer tout près de la plaque Q et il va retomber sur la plaque P. Donc, on a la même situation. On va frôler la plaque Q si l'énergie cinétique qu'on avait au départ est égale à l'énergie potentielle électrique qu'on a lorsqu'elle est rendue ici. La différence, c'est qu'ici, c'est une énergie potentielle gravitationnelle, tandis qu'ici, c'est une énergie potentielle électrique. Fait que si on fait des petits rappels, l'énergie potentielle électrique, c'est la charge fois fois la différence de potentiel. En fait, ça va donner la différence d'énergie potentielle électrique. Donc, la charge ici, ben, c'est un électron, fait que sa charge, c'est E, c'est la charge élémentaire, fois la différence de potentiel entre P et Q. Puis la différence de potentiel entre P et Q, c'est en fait la différence de potentiel de la pile. Donc, c'est justement ce qu'on a appelé le potentiel d'arrêt, delta V arrêt. Donc, vous voyez le lien que je fais entre les deux situations, c'est analogue, là. C'est vraiment analogue. C'est juste qu'ici, l'énergie cinétique se transforme en une variation d'énergie potentielle gravitationnelle, tandis qu'ici, l'énergie cinétique se transforme en une variation d'énergie potentielle électrique lorsqu'elle est rendue presque au point Q. Mais sinon, c'est la même. Puis après ça, il faut juste se rappeler qu'une différence d'énergie potentielle électrique, c'est la charge fois la différence de potentiel. Donc, autrement dit, K max est égal à E fois le potentiel d'arrêt. Avec E qui est égal à 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs, la charge électrique d'un électron en valeur absolue. Quand on fait cette expérience-là, on réalise que pour avoir des électrons injectés, il faut que la lumière ait une fréquence supérieure ou égale à une certaine fréquence minimale qu'on va appeler la fréquence de seuil. Autrement dit, ça se peut que, mettons, vous éclairez la plaque avec du rouge, ben, vous aurez jamais d'effet photoélectrique, OK? Donc, en dessous d'une certaine fréquence de seuil, l'effet photoélectrique ne fonctionnera jamais, peu importe l'intensité de la lumière incidente. Ça veut dire que
Mettons que vous éclairez en rouge, ben là, ça se peut qu'il n'y ait aucun électron. OK? Il n'y a aucun électron qui va être éjecté, il ne va y avoir aucun effet photoélectrique. Et ce, même si vous envoyez la, même si votre lumière rouge est super intense. OK? Puis même que, tu sais, on peut revenir dans la première situation, là, le premier circuit où ce que, dans le fond, la charge électrique, ici, la polarité de la pile faisait en sorte que ça aidait les électrons à se rendre à la plaque Q, comparativement à la deuxième expérience où la deuxième expérience ici, où dans le fond, la polarité faisait en sorte que ça nuisait aux électrons de se rendre à la plaque Q. Mais même si on revient à la première expérience, où la polarité aide les électrons à se rendre à la plaque Q, on observe que, mettons qu'on envoie de la lumière rouge dans une certaine situation, ça se peut qu'il n'y ait aucun électron qui va être éjecté. Aucun. On n'observe aucun courant, aucun photocourant. Aucun. Donc, sur l'ampèremètre, là, ici, on a 0 ampère. Rien, niet, là. Donc, puis là, on dit, ah, ben, c'est parce qu'on n'envoie pas assez de lumière. Fait que là, OK, on prend un laser rouge ultra puissant, puis on envoie genre 10 fois plus de lumière. Ça fait rien. On ne va avoir aucun électron. OK? Ça, c'est une observation vraiment capitale, là. C'est comme, comment ça se fait que même si j'augmente l'intensité, avec le rouge, je donne un exemple, là. Mettons que dans cette situation-là, avec le rouge, il n'y a aucun électron. Même si je multiplie par 100, par 1000, par 1 milliard l'intensité de lumière que j'envoie sur ma plaque, il n'y a aucun électron qui est éjecté. Aucun photocourant mesuré. Comment ça se fait? Alors là, c'est là que le questionnement doit commencer. Mais par ailleurs, si on est au-dessus de la fréquence de seuil, à ce moment-là, l'effet photoélectrique va toujours fonctionner, peu importe l'intensité qu'on applique. Donc, autrement dit, revenons dans cette situation-ci. Mettons que maintenant, à la place d'envoyer du rouge, on envoie du bleu. Puis là, on envoie. Puis là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a du photocourant. Fait que là, on dit, ah, ben, tiens, essayons d'envoyer un peu moins de lumière. Toujours du bleu, la même couleur, mais on va en envoyer un peu moins de lumière. Ah, il y a encore du photocourant. OK, on va envoyer encore un peu moins de lumière. Oh, il y a encore du photocourant. Fait que pour le bleu, bingo, il y a toujours du photocourant, même si on envoie très très peu de lumière, là. Même si la lumière est extrêmement faible, on va encore capter des électrons. Fait que là, on a une observation fondamentale. C'est que là, on observe qu'il y a vraiment un effet par la fréquence. Toutes les couleurs ne vont pas être égales dans l'effet photoélectrique. Il y a des couleurs, par exemple le rouge, les faibles fréquences, que des fois, ils ne vont jamais réussir à générer l'effet photoélectrique. Puis à l'inverse, quand on est dans les hautes fréquences, quand on est au-dessus d'un certain seuil, donc là, on va toujours avoir l'effet photoélectrique, même si on utilise une lumière qui est très faible. Fait que la fréquence de seuil, c'est ça c'est vraiment capital. C'est la fréquence qui sépare les fréquences qui marchent et les fréquences qui ne marchent pas. Donc, quand vous êtes au-dessus de la fréquence de seuil, ça marche toujours. Quand vous êtes en dessous de la fréquence de seuil, ça ne fonctionne jamais. Et ce, peu importe l'intensité de la lumière que vous utilisez. Donc ça, c'est une observation expérimentale fondamentale. Donc, pour se rappeler, c'est quoi les fréquences? Appelons-nous le spectre électromagnétique. Alors, les hautes fréquences dans le visible, c'est le violet, la plus haute fréquence, le violet, le bleu. Et les basses fréquences, c'est basse entre guillemets, on est quand même à 430 THz, là, mais dans le spectre visible, les plus basses fréquences, c'est le rouge. Le rouge, l'orange, c'est les basses fréquences. Mais à l'inverse, on peut aller plus loin aussi, puis encore plus basse fréquence que le rouge, on a l'infrarouge, puis encore plus basse, on a micro-ondes, puis encore plus basse, on a les ondes radio. Puis à l'inverse, encore plus haute fréquence que le violet, on a l'ultraviolet, puis encore plus haute fréquence, on a le rayon X, puis encore plus haute fréquence, on a le rayon gamma. Fait que, admettons, ça veut dire que si, mettons, la fréquence de seuil, c'est le jaune, mettons. Ça, c'est la fréquence de seuil. On observe que pour une expérience donnée, on a la fréquence de seuil qui est au jaune ici. Ça veut dire que pour toutes les couleurs qui vont être par là, ça va marcher.
peu importe l'intensité. Donc, pour le vert, ça va marcher. Pour le bleu, pour le violet, ça va marcher. Puis même si vous envoyez de l'ultraviolet, ça va marcher. Des rayons X, ça va marcher. Des rayons gamma, ça va marcher. Vous comprenez? Donc, toutes les fréquences qui vont être au-dessus de la fréquence seuil, ça va marcher. Peu importe l'intensité. Et à l'inverse, toutes les fréquences que vous allez envoyer qui vont être en dessous de la fréquence de seuil, donc par exemple, dans mon exemple ici, orange, rouge, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. Vous avez de l'infrarouge, ça va pas marcher. Vous avez des ondes radio, ça va pas marcher. Donc, toutes les fréquences en dessous de la fréquence seuil ne vont jamais fonctionner. Comment, et là, la question profonde, c'est comment expliquer cela? Comment expliquer qu'il existe une fréquence de seuil en dessous de laquelle il n'y a aucun électron émis? Alors ça, c'est un questionnement fondamental et la raison pour laquelle on vous présente les feuilles photoélectriques ici, c'est que c'est une des premières questions qui peut nous amener vers la physique quantique. Okay? C'est vers là qu'on s'en va. Considérons la lumière comme un flux de particules minuscules. Alors, des photons. Pour qu'un électron soit éjecté, il faut que l'énergie d'une seule particule de lumière soit suffisante pour extraire un électron de la plaque. Donc, ces particules de lumière, en fait, on les appelle les photons. Donc, un photon, c'est une particule de lumière. Alors, l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a une fréquence de seuil, c'est que il faut un seul photon, à lui seul, doit être capable d'extraire un électron. Autrement dit, les photons ne peuvent pas travailler en équipe. Ils ne peuvent pas dire, OK, on va se mettre ensemble, puis ensemble, on va avoir assez d'énergie pour extraire l'électron de la plaque pour l'éjecter. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est ça qu'on remarque. Un photon, ils ne peuvent pas travailler ensemble, additionner leur énergie pour extraire un électron. Il faut qu'à lui seul, individuellement, une particule de lumière, un photon, doit avoir à lui seul assez d'énergie pour faire le travail, pour faire la job, pour extraire l'électron de la plaque. Donc, vous voyez, ça permet d'expliquer la chose. Pourquoi? Parce que plus on est dans les hautes fréquences, plus la lumière a de l'énergie. Donc, c'est logique que, mettons, le violet, lui, a assez d'énergie, mettons, pour extraire l'électron. Parce qu'il y a plus de fréquences. Alors que, si on se rappelle, les basses énergies, c'est les basses fréquences. Rouge, basse énergie. On se rappelle de ça? Je vous avais posé justement cette question-là à un moment donné dans le chapitre 3. C'est quelle couleur possède la plus haute énergie? La plus haute énergie, c'est le bleu. La plus basse énergie dans le spectre visible, c'est le rouge. Donc, le rouge, à lui seul, un photon de rouge a moins d'énergie qu'un photon de violet. Parce qu'un photon de violet, c'est une plus grande fréquence. Plus grande fréquence, c'est plus d'énergie. Donc, justement, l'énergie d'un photon, c'est proportionnel à sa fréquence. C'est en fait égal à H fois F. Alors, F, c'est sa fréquence du rayonnement en Hertz. Donc, ça, c'est logique. C'est logique avec ce qu'on a dit, parce qu'on avait dit que l'énergie était proportionnelle à la fréquence. Donc, vous voyez, ça concorde, l'énergie est proportionnelle à la fréquence. Mais c'est bien beau de dire proportionnel. Si on veut une égalité, maintenant, il faut mettre une constante de proportionnalité. La constante de proportionnalité, on va l'appeler H. C'est ce qu'on va appeler la constante de Planck. Alors, Planck, ça s'écrit comme ceci, P-L-A-N-C-K, du nom de Max Planck, qui est un des fondateurs de la théorie quantique. Alors, la constante de Planck, c'est une constante qui a une valeur qui est très petite, extrêmement petite. Alors, on va prendre sa valeur en note. C'est 6,63 fois 10 à la moins 34. Et l'unité, c'est joule fois seconde. 6,63 fois 10 à la moins 34 joules fois seconde. Faites attention, c'est pas joule par seconde, c'est joule fois seconde. Pourquoi joules fois seconde? Ben, si on regarde les unités ici, l'énergie, c'est des joules, la fréquence, c'est des hertz, mais des hertz, finalement, c'est des par seconde, ou des secondes moins 1, en fait. Donc, autrement dit, si vous allez H, fait que ça veut dire que ça va donner joule fois seconde égale à l'unité du H.
Donc, 6,63 fois 10 à la moins 34 joules fois seconde. Je vous dis tout de suite, dans le chapitre 5, cette constante-là, vous ne l'aviez pas vue avant, mais maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin du chapitre, elle va apparaître systématiquement. Elle va apparaître là, très, 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 très souvent. C'est une constante fondamentale de la physique. On a vu des constantes fondamentales de la physique, il n'y en a pas tant que ça en passant. Euh, Mettons, des constantes fondamentales que vous avez vues jusqu'à maintenant, vous avez vu Granger, la constante de gravité universelle. Vous avez vu la constante électrique epsilon 0. Vous avez vu la constante magnétique mu 0. En fait, la seule constante fondamentale que vous avez vue dans votre cours de mécanique, c'est Granger. Les deux constantes fondamentales que vous avez vues dans votre cours d'électricité magnétique, c'est epsilon 0 et mu 0. Dans ce cours-ci, on avait vu déjà la vitesse de la lumière dans le vide, C. Puis maintenant, je vous en présente une deuxième, la constante de Planck, H. Fait que, vous voyez, des constantes fondamentales, il n'y en a pas tant que ça, là. Ça se compte sur les doigts des mains, là. Ben, dans celles qu'on vous a présentées. Après ça, il y en a d'autres, là. Mais dans celles que vous allez avoir vues dans vos cours de physique, ça se compte sur les doigts des deux mains, là. Donc, la constante de Planck, c'est une constante qui apparaît quand on commence justement à parler de la physique quantique. Quand on est dans le monde macroscopique, cette constante-là n'apparaît pas, elle n'est pas utile. C'est quand on est dans le monde microscopique, dans le monde quantique. C'est ça, quand je parle de quantique, ça veut dire la physique microscopique, la physique de l'infiniment petit. Quand on parle de physique de l'atome, la physique d'un électron ou d'un photon, on entre dans le domaine de la physique quantique, la physique de l'infiniment petit. Donc, ça c'est logique. Donc, l'énergie d'un photon est proportionnelle à la fréquence du photon, mais proportionnelle, la constante de proportionnalité, on va l'appeler la constante de Planck. Donc, plus F est grand, plus l'énergie du photon est élevée. Ça concorde avec ce qu'on avait dit. Donc, autrement dit, un photon violet a plus d'énergie qu'un photon rouge, parce qu'il a une plus grande fréquence. Ensuite, on définit le travail d'extraction phi comme étant l'énergie minimale nécessaire pour extraire des électrons de la surface du matériau. C'est donc le travail nécessaire pour arracher les électrons les moins liés du métal. Autrement dit, tous les électrons, ça ne va pas nécessiter le même travail pour les arracher, pour les extraire du métal. Il y en a qui vont être plus durs à extraire que d'autres. Ce qu'on définit comme étant le travail d'extraction, c'est l'énergie minimale pour extraire un électron. Donc, c'est l'énergie qu'il faut pour extraire ceux qui sont les moins liés au métal, ceux qui sont les plus faciles à arracher. Ceux qui sont les plus faciles à arracher, c'est ça, le travail qu'il faut faire pour les arracher, c'est ça qu'on appelle le travail d'extraction. Et le symbole qu'on va utiliser, ça va être le symbole phi. OK, ce symbole-là ici. Donc, autrement dit, pour qu'il y ait extraction d'un électron, il faut que le photon ait assez d'énergie pour l'extraire. Un seul photon. Ils ne peuvent pas travailler en équipe. Un seul photon, individuellement, doit avoir assez d'énergie pour l'extraire. L'énergie du photon, c'est H fois F. Si on est là, mettons qu'on va parler par la fréquence de seuil. La fréquence de seuil, lorsque le photon a la fréquence de seuil, ça veut dire qu'il y a la plus petite fréquence possible. Donc, la plus petite énergie possible pour extraire le photon. Et lorsqu'il est à sa plus petite énergie possible pour extraire le photon, alors l'énergie qu'il va devoir investir justement pour extraire l'électron, c'est phi. Le travail d'extraction phi. Donc, on peut poser une égalité entre les deux termes. Autrement dit, ça, c'est l'énergie minimale que le photon doit avoir, et ceci, c'est le travail minimal que le photon doit exercer pour pouvoir l'extraire. C'est le travail d'extraction, phi, c'est le travail minimal qu'on doit faire pour extraire, pour éjecter l'électron de la plaque. Donc, autrement dit, phi, c'est l'énergie, le travail minimal qu'il faut investir pour sortir l'électron. Alors, au minimum, ce travail-là va être procuré par un photon qui va avoir une énergie H fois F. Et au minimum, dans le fond, l'énergie la plus petite qu'il peut avoir, c'est lorsqu'il est sur la fréquence de seuil Fs. Donc, on peut poser une égalité entre les deux. Ça, c'est l'énergie minimale du photon. Et ça, c'est l'énergie minimale que ça prend pour extraire l'électron. Donc, autrement dit, il faut minimalement que le photon possède
l'énergie pour il faut au moins qu'il possède comme énergie le travail d'extraction pour qu'à lui seul, il puisse extraire l'électron. On va prendre une petite pause ici, on continue à la prochaine vidéo.